bonjour tout le monde et bienvenue au Prof Podcast, épisode numéro 39. Épisode 39 des Prof Podcasts, encore confinés à la maison en vidéoconférence. Cette semaine, j'ai trois invités. Premièrement, il y a Laurent Constantin. Salut Laurent, toujours fidèle. Hey, bonjour! Ah oui, toujours. Ça se passe bien? Tu prépares ton potager, là? Oui. Ben, il n'y a plus de neige chez nous, donc voilà. Les semis sont déjà commencés. D'ailleurs, je suis supposé faire un Facebook Live ou Instagram Live prochainement sur le sujet. Oh, j'ai hâte de voir ça. À suivre. J'ai Alexandre Jeté-Léger qui a déjà été au podcast dans les tout débuts, avec qui on a été colocataires à l'université. Salut Alexandre. Salut Marc-André, comment vas-tu? Ça va? Je vois que toi, au lieu de faire pousser des légumes, tu fais pousser ta barbe en ce moment. Oui, effectivement, les normes au niveau de la barbe et les conseils, je ne les suis pas. Et je m'en fais parler à chaque fois que je suis en vidéoconférence. On verra ce que ça donne. Je vais sortir du confinement un homme nouveau, babyface peut-être. C'est un mystère. Moi, je te propose une barbe à la Jean Jaurès, si t'es game. Et j'ai Mathieu Mercier, alias Monsieur Univers Social, qui est pour sa première fois au podcast. Je crois que tu es dans la commission scolaire de Kamouraska, Rivière-du-Loup, ça se peut-tu? Oui, exact. Salut tout le monde. Oui, enseignant en commission scolaire de Kamouraska, Rivière-du-Loup à l'école secondaire Chanoine-Baudet. C'est dans quelle ville, ça? C'est à Saint-Pascal de Kamouraska. C'est le village qui est juste au sud de Kamouraska. OK. Moi, ma conjointe, elle vient de Rivière-du-Loup, fait que je connais un petit peu le coin là-bas. Oui, j'habite à Rivière-du-Loup. Ah, OK. Hey, cette semaine, on va parler des initiatives. On va mettre un peu de positif dans le podcast, puis peut-être dans les derniers événements relatifs à la COVID-19. On va parler d'initiatives enseignantes, des initiatives des milieux éducatifs, peut-être du gouvernement, même peut-être des médias en lien avec l'enseignement, comment on aborde cette crise-là, des solutions qu'on trouve pour éduquer. Je vais commencer avec toi, Mathieu. Monsieur Univers Social, c'est un site Internet que t'offre des ressources, c'est ça? Oui, en fait, l'an passé, j'ai eu mon premier contrat professionnel en enseignement, justement à l'école Chanoine-Baudet. Puis en arrivant, parce que j'étais le dernier de l'école, j'avais pas nécessairement de cahier d'activité pour m'aider, j'avais pas nécessairement de matériel qui était à jour, j'avais des ensembles didactiques qui dataient du début de la réforme, puis j'avais aucun support visuel de qualité à offrir à mes élèves. Je me suis posé la question, j'ai dit qu'est-ce que je pourrais faire pour faciliter leur apprentissage, pour qu'il y ait quelque chose sur quoi se rabattre. Puis en février 2019, j'ai décidé, dans le fond, de monter un site web supporté par Google, un Google Sites, avec chacun des dossiers d'histoire. Je les faisais au fur et à mesure d'histoire, géographie au premier cycle du secondaire. Fait que ça a été un travail qui est relativement colossal, mais j'ai parti ça l'an passé justement pour répondre à un besoin de mes élèves, répondre à un besoin moi-même que j'avais d'offrir un contenu de qualité à mes élèves, puis d'avoir les ressources, que ce soit des ressources visuelles, des visionnements, que ce soit des images, des icônes, du texte de qualité. Donc, j'ai dû monter mon propre site web. C'est énorme, c'est intense. Félicitations. Merci, je suis quelqu'un d'assez intense dans la vie, dans tout ce que j'entreprends. Je suis un peu un workaholic. J'embarque dans à peu près tout ce qu'on me propose. Fait un peu le monsieur oui comme Jim Carrey au cinéma. Quand il y a une opportunité, moi je pense. Et moi j'ai une question, ce site-là, il s'adresse aux élèves. Il s'adresse aux élèves, il s'adresse aux enseignants qui veulent justement, qui sont dans mes situations, qui commencent et qui ont besoin de quelque chose à projeter en classe, d'avoir des ressources qui sont bien divisées, qui sont ciblées. Je fais un peu la passoire à travers le gros melting pot de vidéos, de ressources qu'on nous offre sur le web, puis je cible en fait le contenu qui est important à passer en classe. Ouais. OK. Et est-ce qu'il y a des gens qui collaborent à ce site-là avec toi, des collègues de travail dans l'école, la commission scolaire, ou tu es l'homme du site Internet, puis ça va rester comme ça sans doute? Ouais. Ben, en fait, j'ai parti le site, j'ai parti ça seul, je le continue seul. Par contre, une fois que le site a été lancé, j'ai un collègue à l'école secondaire de Rivière-du-Loup en éthique et culture religieuse qui a monté justement un Google Sites pour ses élèves.
On en a parlé dans nos rencontres de leaders technopédagogiques. Il y a une enseignante également, Lisa-Marie Claveau à Rivière-du-Loup, qui a monté son site web, un autre Google Sites pour les mathématiques au premier cycle du secondaire. Donc, l'initiative a vraiment fait boule de neige. Puis ce matin, j'ai même une collègue en adaptation scolaire qui a monté pour le premier cycle adapté pour ses élèves un Google Sites, puis elle l'a mis en ligne justement ce matin. Fait que c'est très possible que sur le site, je partage justement le lien des collègues dans la commission scolaire qui vont pouvoir avoir une plus grande visibilité. Ouais. As-tu remarqué une plus grande achalandage sur ton site depuis le début de la crise? Depuis écoleouverte.ca, tout à fait. Le premier jour où ça a été lancé, j'en étais à 1546 entrées. C'est pas les pages vues. Les pages vues, c'est tout près de 10 000 pour cette journée-là. Mais quand même, tout le monde allait faire son tour. Plus la semaine avance, ce que je me rends compte, c'est que ça diminue. Ça diminue d'à peu près 200 entrées par jour. Ce fait qu'à la fin de la semaine, j'avais pratiquement 300-400 personnes. Puis la fin de semaine, on est autour du 250-300. Puis là, lundi, hier est arrivé, puis j'en étais à 1400 hier. Fait que plus la semaine avance, plus ça diminue, mais l'achalandage est revenu. C'était ma grosse interrogation par rapport à ça. Je me suis dit, est-ce que c'est un feu de paille? Est-ce que les gens vont continuer d'aller voir les ressources sur écoleouverte.ca? Début de la semaine, c'est très fort. Ça, je peux vous le confirmer. Dans le fond, École ouverte, est-ce qu'ils t'ont demandé ta permission ou ils sont pas du tout. C'est là, puis c'est amusez-vous avec ça. C'est une belle fleur, sans doute. Je ne l'ai pas fait pour cette reconnaissance-là. Quand j'ai vu mon site-là, j'étais très content, assurément. Je me suis dit, bon, c'est une belle tape dans le dos qu'on me fait. Je me pose la question aussi, comment ont été choisies les ressources, parce que faire une visite du musée de Cracovie, c'est peut-être pas la chose la plus pertinente à s'y retrouver, là, c'est certain. Mais non, c'était une belle tape dans le dos. Je suis content également qu'ils ont ajouté le site histoireausecondaire.com de Jimmy Grenier quelques jours après le lancement. Dès le départ, ça aurait dû y être. Mais oui, c'est une très belle tape dans le dos. Puis, outre ça, École ouverte, qu'est-ce que tu penses de cette initiative-là? Est-ce que tu trouves que c'est bien fait, que tout est là? Comment je pourrais... Je vais rester quand même dans le politically correct. Ça a été lancé peut-être un peu trop vite, dans le sens où ça aurait pu être mieux divisé, avoir les bons noms de programmes. Par exemple, il n'y a pas de géo en 4e secondaire. J'ai vu géo à ce niveau-là. Histoire de 4e secondaire aurait pu être appelée Histoire du Québec et du Canada. On aurait pu peut-être classer les ressources muséales dans une section à part. On aurait pu parler des initiatives des enseignants, on aurait pu parler de ressources où se trouvent des activités ou uniquement de la lecture. Il y a un travail de classement qui pourrait être amélioré. Il y a des ressources qui n'ont pas d'affaires là, mais le ménage certain qui va se faire au courant de la semaine ou de la semaine prochaine. Là, si je peux apporter mon grain de sel, il y a déjà eu certaines améliorations quand on en avait parlé la semaine dernière. La version anglaise, on peut dire, du site n'existait toujours pas, donc on excluait tous ceux qui sont scolarisés en anglais, et ce qui faisait en sorte qu'il n'y avait aucune ressource sur le français langue seconde. Fait que tout ce qui est francisation, langue seconde, bref, plus classe d'intégration, il n'y avait rien à ce niveau-là. Donc là, ça a été rajouté. Mais en effet, pour l'instant, de ce que je vois sur École ouverte, c'est encore juste des liens vers des ressources et non une ressource en tant que telle. Ben, moi, ce que j'ai trouvé personnellement aussi, c'est que le lien vers les ressources, mais il t'indique aucunement comment rechercher à travers ces ressources-là. Je fais souvent le gag en parlant, moi, en monde contemporain de secondaire 5, de voir YouTube Kids avec aucune suggestion, juste là. C'est quelque chose que je trouve extrêmement étrange de voir ça. Donc, je pense qu'il y a aussi un travail de recherche qui devrait se faire de ce côté-là pour proposer des choses plus précises pour justement des élèves qui ont de la difficulté avec ça. C'est quelque chose en univers social qu'on travaille et qui est extrêmement difficile, la qualité de la recherche. Et de là, juste mettre voici des ressources, trouve par toi-même, ben, ça répond pas vraiment à ce qu'on fait souvent en univers social. Moi, j'ai comme l'impression, tu sais, puis on a eu ce discours-là un peu la semaine passée, on a eu une vidéoconférence avec notre direction d'école, puis
quasiment 100 quelques enseignants de notre école. Puis on dirait que la volonté qu'on ne veut pas transformer les parents en enseignants à la maison, on dirait que ça se transpose un peu aussi dans la qualité de ce qu'ils offrent pour que les élèves puissent faire finalement. Là, on dirait qu'on veut pas que ça soit trop poussé pour priver finalement le rôle de l'enseignant. Je sais pas si j'ai un peu ce feeling-là. Là. Ben c'est pour ça aussi qu'il faut savoir transformer qu'est-ce qu'on fait. T'sais, on parle souvent en classe que la rétroaction, c'est la clé. Puis c'est quelque chose que parfois on a peu le temps de faire dans le rythme d'une école secondaire normale, de donner la rétroaction que chaque élève mérite. Mais là, en ce moment, c'est quelque chose justement qu'on peut avoir le temps de faire, de proposer des activités, de dire « renvoie-moi, c'est quoi que tu as fait au niveau de ça ». Moi, en ce moment, c'est beaucoup comme ça que je travaille, de pouvoir dire comment l'améliorer ou rechercher pour des informations supplémentaires, tout ça. Donc, c'est là-dessus qu'il faut beaucoup travailler, non dire aux parents « ben il faut que tu enseignes ». Donc, il faut que le travail il soit remis également à l'enseignant, puis que l'enseignant puisse donner ses commentaires à distance. Il n'y a pas de leadership non plus, on dirait, tu sais, comme dire clairement aux enseignants ce qu'ils doivent faire. Puis... Mais là, il a été envoyé les trousses pédagogiques cette semaine. Il est supposé être envoyé à chacun des élèves au Québec des trousses pédagogiques à toutes les semaines, dans lesquelles il y a des petites activités. Moi, je suis allé voir un petit peu les trousses pédagogiques. Bon, il y a peut-être des choses qu'on peut critiquer. Moi, ce que j'ai aimé quand même, c'est que plusieurs de ces activités-là visent à sortir de l'isolement social d'une certaine façon, à parler aux parents, aux frères et sœurs, appeler des grands-parents, des oncles, des tantes. Là, j'ai vu ça en histoire. Je m'en rappelle plus si c'était en secondaire 1 ou en secondaire 4, là, mais de comparer les matières d'aujourd'hui et les matières d'autrefois. Fait qu'on n'est pas nécessairement dans l'histoire du Québec avec une rigueur, quoi que ce soit, mais ce que j'ai vu d'intéressant dans les trousses pédagogiques, c'est que c'est beaucoup du multidisciplinaire pour bien des matières. Là, ça sera pas juste du français, ça sera pas juste nécessairement de l'éducation physique. Là, on essaie de... Il y a beaucoup de bricolage là-dedans, là. C'était peut-être un petit peu ma critique, finalement. On dirait que les jeunes vont juste faire du bricolage puis faire des posters dans leur journée, là, des affiches pédagogiques. Mais sinon, non, c'est quand même une belle initiative que finalement, ça soit livré, là, un mois après le début de l'isolement environ. Donc, je pense que l'école ouverte, plus les trousses pédagogiques, plus d'autres ressources qui vont venir, là, on pourra parler dans quelques instants, je pense que l'addition de toutes ces choses-là, ça va permettre aux parents d'être un peu des bons enseignants, mais aussi c'est de viser l'autonomisation de l'élève aussi, je pense, là-dedans, là. Ouais. Oui, puis pour ajouter justement sur les trousses, il faut comprendre aussi... J'ai été, pour ma part, très critique sur les réseaux sociaux concernant les activités qui étaient offertes aux élèves en première, deuxième, troisième, quatrième ou même en monde contemporain, en cinquième secondaire. Puis, je crois vraiment que ça va être amélioré dans les semaines à suivre. Peut-être pas dès la semaine 2, mais je suis certain qu'à partir de la semaine 3, 4, 5, et si ça va au-delà, peut-être même jusqu'à 10 semaines, que les activités vont être beaucoup mieux ciblées, choisies, ludiques. Je suis certain qu'on va ajouter également des partenariats avec différentes ressources du milieu, des ressources qui sont connues par le ministère, des ressources également qui sont présentes sur écoleouverte.ca. Et je pense qu'on va mettre en place une espèce de partenariat. Ce qui manque en ce moment, c'est de joindre chacune de ces ressources-là ensemble. Si, par exemple, dans la trousse pédagogique, on te faisait un lien vers une ressource qui est sur école.ca, si on allait chercher des acteurs du gouvernement, si on mettait tout ça en branle, lorsque les milieux reçoivent les trousses pédagogiques et lorsque on va montrer ces trousses-là aux enseignants, peut-être qu'il va y avoir une ouverture et que là, on va dire enfin, le ministère a compris ce qu'on attend de sa part. Mais c'est ce qui a manqué peut-être pour le lancement, mais je suis un éternel optimiste également. Je crois que ça va être bonifié dans les semaines à venir. Il faut quand même donner la chance aux coureurs, malgré que j'ai été peut-être un des premiers à critiquer très sévèrement ces trousses-là.
Puis, tu sais, des mots qu'on utilise beaucoup, c'est leadership puis initiative. Puis, il y a quelque chose qui va pas sans ce leadership, ces initiatives-là, puis c'est le jugement professionnel. Nous autres, c'est quelque chose qu'on entend parler, ou on en entend beaucoup parler à l'école, mais on en entend beaucoup parler depuis le début du confinement au niveau de faire ces choses par soi-même, tout ça. Puis, à un moment donné, c'est aussi les enseignants doivent comprendre qu'on va se fier à leur jugement professionnel. Ils ont une formation qui est bénéfique là-dedans. C'est pas tous les enseignants qui vont enseigner à distance de la même façon que c'est pas tous les enseignants qui enseignent de la même façon en classe. Donc oui, on veut ce leadership-là du ministère qui dise un peu plus quoi faire de certains côtés, mais il faut aussi que ce leadership-là vienne de ces enseignants avec un jugement professionnel-là qui vont dire, ben voici des activités que je propose, puis en mettant tout en commun aussi, éventuellement, on va se retrouver avec des banques beaucoup plus solides d'activités à faire à distance à travers l'essai-erreur aussi. Donc, ça, il ne faut pas nécessairement juste attendre le leadership du ministère parce que ça peut être long, un leadership de ministère à arriver. Donc, il faut se faire au jugement professionnel des enseignants. Mais j'ai l'impression que c'est un peu l'angle que le privé a pris aussi, en tout cas dans ton cas, là, que on va prendre le taureau par les cornes puis on va montrer un peu la façon de faire. On n'attendra pas les consignes du ministère à ce niveau-là. Ben c'est ça, mais tu sais, au privé, avant même les consignes du ministère au niveau de jusqu'à quand l'école allait être fermée, tout ça, on était déjà en train de nous dire, il n'y a rien d'obligatoire pour vous, mais si vous voulez suggérer des trucs, vos élèves s'emmerdent un peu à distance et tout, qu'est-ce que vous proposez de faire? C'est là où justement, il y en a qui en font plus, il y en a qui en font moins. Peut-être que les directives puis le leadership aideraient à trouver une certaine balance commune plutôt que ce soit certains qui en font vraiment, vraiment beaucoup, certains qui en font très, très peu. Au privé, là, pour ma part, là, effectivement, la direction a un peu pris le taureau par les cornes pour utiliser l'expression que tu as dit, parce que ils ont un peu plus l'autonomie de le faire aussi, contrairement à des directions d'écoles publiques qui doivent attendre la directive plus commune de la commission scolaire. Puis tout est en relation avec tes élèves. Comment ça se passe? Comment tes élèves réagissent à ça? OK. Moi, c'est un des points que je voulais parler le plus parce que pour la seule fois que j'ai été au podcast, j'en ai parlé un peu, mais au Collège d'Anjou, shout-out au Collège d'Anjou, bonjour à tout le monde qui nous écoute. On a un modèle assez unique d'organisation de notre école. Dans notre école, dans le fond, chaque enseignant a un groupe de 20 à 23 élèves qui s'occupent, dont on est le tuteur. C'est pas un groupe en tant que tel. Admettons, je suis pas le groupe je suis pas le tuteur du groupe 101. J'ai 23 élèves éparpillés à travers tous mes élèves du collège, donc en secondaire 4 et 5 là, pour ma part. Donc, les élèves ont ce choix de tuteur-là à faire. Ce qui fait que nous, quand on s'est fait dire « faut vous communiquer avec vos élèves », donc c'était beaucoup plus facile de le faire parce que j'ai pas mes 150, en fait, j'exagère même pas, j'en ai plus que ça, 150 élèves à contacter. J'en avais 23 à communiquer avec eux, puis dire, c'est avec eux que tu fais le suivi. Puis là, à partir de maintenant, je fais le suivi avec ces 23-là aux 2 semaines, de la même façon que je faisais ce suivi-là à l'école avec des rencontres particulières avec eux. Ce qui fait que, nous... Oui, vas-y. Sinon, je veux dire en même temps que tu n'as pas 150 élèves à contacter, ces 150 élèves-là ne seront pas contactés par 6 ou 7 enseignants non plus. C'est exactement. Un lien plus solide, c'est ça. On entend beaucoup parler de qu'est-ce qui est fait au primaire, des enseignants qui appellent leurs élèves, puis ils en ont 25 à contacter parce qu'ils ont une classe. Nous autres, à notre collège, on a cette fonction-là de tuteur qui fait qu'on est capable de faire le même suivi super personnalisé qui se fait au primaire en ce moment, au secondaire. Donc, on parle souvent au Collège d'Anjou de à quel point notre modèle, il est fantastique. On est en train d'en voir là, justement une façon qui est particulièrement bonne, notre modèle, parce qu'on est capable d'imiter les bonnes choses qui se fait à un niveau, au niveau du primaire où les relations interpersonnelles sont super serrées. Puis les élèves, comment ils vivent ça? Les élèves, pour la plupart, ils
ils vivent leur confinement bien. Là. C'est sûr que je suis en secondaire 4-5. Admettons, je fais aucun appel avant 1h l'après-midi parce que je veux pouvoir parler à mes élèves. J'ai été assez surpris ma première journée quand j'ai essayé d'appeler. Puis les parents étaient comme, il va vous rappeler quand il va être levé. Puis là, il m'appelait à 3h30 en disant bonjour monsieur, comment ça va? Puis, fait que c'était assez particulier. Là, je suis en train de faire ma deuxième ronde. Hier, j'ai commencé à faire ça. Puis après qu'on ait terminé le podcast, je me rembarque là-dedans. Il y en a qui c'est évident là, qui trouvent ça difficile. Il y en a qui ont des relations personnelles à la maison pas nécessairement faciles. Il y en a qui ont peu de divertissement à la maison aussi. Là. Il y en a qui en ce moment, l'école est aussi la façon de se garder sain d'esprit au niveau qui ont des choses à faire plutôt que de regarder TikTok pendant 18 heures. Donc, ça, c'est important pour ça. Mais au niveau du moral, ça se laisse pas encore sentir qu'il y en a qui en ont plus de difficultés. Mais comme je vous dis, là, en ce moment, je suis juste dans ma deuxième série d'appels, puis j'ai pas contacté tout le monde. Mais à quelques exceptions, là, les 700 élèves du Collège d'Anjou ont eu des communications là, avec un enseignant depuis le début du confinement, là, au moins une fois. Puis pour ceux qui s'investissent plus dans les activités scolaires, ils ont eu plus de communication parce qu'eux, ils communiquent directement avec les profs matières directement. Mais je trouve ça très intéressant parce que j'avais vu ça aussi dans une école alternative, là, le système de tutorat où finalement on pigeait au hasard sur un certain nombre d'élèves où les élèves choisissaient leur enseignant, puis ça faisait en sorte que ça simplifiait vraiment la chose. Là. Parce que à l'école où je suis en ce moment, ceux qui sont tuteurs, c'est ton groupe que tu as le jour 1 à la première période et voici ton groupe tuteur. Mais moi, j'ai pas de période à la jour 1 P1, fait que je ne suis pas tuteur. Fait que, bon, là, il y a un débalancement. Est-ce que moi, j'ai personne à contacter? Bon, j'envoie des courriels à tous mes élèves, mais au-delà de ça, c'est quoi ma tâche? Tu sais, je ferai pas une vidéo un peu vide à mes 150 élèves. Je ferai pas des classes sur, finalement, pas de nouvelles matières, tu sais, c'est ça. Puis justement, nous autres, on fonctionne par choix de tuteur. En début d'année, là, chaque élève envoie, après 2 semaines d'école, voici les 4 profs avec qui j'aimerais ça travailler cette année. Donc, c'est aussi des élèves avec qui on a des liens particuliers. Ils nous choisissent en fonction de notre personnalité. Quand en plus, on est chanceux pour leur avoir enseigné dans le passé, ils peuvent réellement pouvoir choisir quelqu'un qui fit avec eux. Là. Hier, justement, là, je parlais une vingtaine de minutes avec au téléphone avec un jeune là, que j'y enseigne depuis qu'il est en secondaire 1. Donc, on se connaît très bien à travers toutes ces années-là. Puis, on a, oui, discuté d'école, mais de tout et de rien. C'est des gens qui font partie de notre quotidien aussi. Faut pas oublier ça, que la coupure s'est faite assez vite entre... ces personnes-là font partie de notre vie de tous les jours. Puis pour eux, les enseignants, parfois, sont la principale ressource adulte dans leur vie. Puis là, ça a été coupé subitement sans que personne soit capable de le voir venir, dans le fond. Et tes appels, c'était des appels vraiment par téléphone, par... j'en ai par téléphone. J'ai un compte Discord aussi avec lequel je contacte, mais un peu plus gamer parce que c'est leur application de prédilection. Moi, personnellement, ça fait assez longtemps que je suis dans mon école. Là, c'est ma 5e année. Là. Je viens souvent sur le fait que je deviens un meuble à mon école, mais c'est un peu vrai. Donc, il y a beaucoup d'élèves déjà qui ont eu mon numéro de téléphone personnel de par un voyage ou une activité spéciale où il y avait besoin de me contacter. Donc, je me sens à l'aise aussi de donner mon numéro à des élèves comme ça en disant, écris-moi. L'autre jour, il y avait un élève qui était nerveux puis il m'a écrit par contre en soirée, il m'a texté sur Instagram en me disant que ça n'allait pas au niveau des cours, qu'il n'arrivait pas à se concentrer, que sa PS4 était trop présente puis tout. Puis c'était le moment. Lui, il vit de nuit en ce moment parce qu'il peut vivre de nuit. Donc là, on a discuté de ça. Puis ça fait aussi que tout est en train de devenir un peu plus au rythme puis au moment que l'élève le désire. Donc pour ceux qui s'investissent, ils peuvent s'investir au moment où ils veulent. T'sais, on a tous ces élèves peu matinaux. Qui sont très peu fonctionnels à la première période. Puis en ce moment, on est en train de réaliser que ces élèves-là, si tu leur dis qu'ils peuvent travailler à 11h30 du soir à la place de se lever à 7h le matin, il est peut-être efficace.
Oui, puis tu nous parles du suivi qui est fait à l'école privée. Nous, au public, j'étais pas tuteur à la base au début de l'année, mais depuis le début de la crise, on nous a assigné des élèves quand même pour que le tuteur n'ait pas une vingtaine d'élèves à appeler, puis chacun en a une dizaine. Fait que ça nous permet de les appeler une fois par semaine, chacun, de faire le suivi, de demander comment ça va à la maison. Es-tu tout seul le jour? Est-ce que tes parents sont aussi à la maison? Comment la situation se vit aussi? Parce que pour certains, c'est tout nouveau de passer autant de temps en famille que ça. Puis ils ont des problématiques qui émergent à ce niveau-là. C'est certain qu'après une semaine, des élèves que tu n'étais pas tuteur avec eux, ils s'ouvriront pas tous. Par contre, là, on va faire le deuxième suivi cette semaine. J'ai hâte de voir s'il va y avoir une différence. Aussi, je me suis offert demain en vidéoconférence avec chacun de mes groupes. Je suis disponible pendant 1 heure. Fait que s'il y a des questions par rapport aux tâches que je leur ai envoyées, je vais être disponible s'ils ont besoin uniquement de jaser, de se retrouver tous ensemble puis de discuter. C'est une plateforme que je vais quand même gérer. Je vais désactiver certaines fonctionnalités, évidemment, de Teams, mais malgré tout, je pense que ça peut être un beau moment. Puis d'être encadré par un adulte, ça leur fera pas de tort également, je pense. Nous autres, vas-y, Alex. C'était simplement pour faire du pouce là, au niveau de Mathieu. Moi, j'ai pas encore commencé à donner des cours vidéo. Je suis plus dans des activités, mais il y a énormément de ressources qui est en train de se développer aussi au niveau de gestion de classe à distance et tout, parce qu'il y a eu certaines problématiques dans les dernières semaines. Donc, pour coacher aussi les profs qui se lancent un peu dans le vide par rapport à ça, il y a de plus en plus de ressources pour aider à gérer la situation, justement au niveau de un chat, comment ça se gère et tout. Donc, c'est assez intéressant de se poser ces questions. Aussi. Tout à fait. Il y a une belle infographie. Il y a une très belle infographie qui a été mise en ligne sur Twitter aujourd'hui. Je suis justement en train d'aller la voir. Ça a été fait par Jessie Rodrigue. Jessie Rodrigue sur Twitter, ça a été retweeté par Maxime Pelcha qui offre une étiquette en visioconférence. C'est quoi les vêtements appropriés, c'est quoi le langage à respecter, comment demander la parole, il faut que ce soit un environnement contrôlé, par exemple les bruits de fond, la télévision, etc. Fait qu'une très belle étiquette par Jessie Rodrigue. Oui, c'est ça comme tantôt. Nous, l'école a même mis la psychoéducatrice, les différents TES là, une de leurs premières fonctions, ça a été de créer aussi le code de vie virtuel pour que justement les élèves sachent à quoi s'en tenir puis que tout soit clair. T'sais. Je pense que beaucoup de l'objectif là-dedans, c'est que il y a une routine qui doit s'installer de ce confinement-là au niveau de l'école qui est en train de s'établir, puis ça, c'est une bonne chose. Je vous écoute, puis c'est super inspirant parce que jusqu'à ce matin, j'étais très ambivalent quant à la pertinence, en tout cas dans mon cas, en éthique et culture religieuse, qui c'est une matière assez unique et particulière sur est-ce que vraiment, c'est quoi mon rôle là-dedans. Puis on a eu comme j'expliquais tantôt, une vidéoconférence vendredi dernier avec notre direction d'école, puis qui nous suggère de contacter des élèves. Puis suite à ça, on a une initiative avec 2 autres enseignantes de cibler des élèves plus vulnérables peut-être dans nos groupes de multisports, disons que ça brasse un petit peu plus. Puis c'est à partir de demain, je vais commencer à faire une tournée d'appels, juste voir comment ça va, parce que moi, je vois pas la pertinence, en tout cas, du moins académique en éthique, plus que, disons, mathématiques ou sciences, là, ou français. Là. De faire un suivi étroit, c'est ça, vraiment. On montre la nouvelle matière, puis Faut pas vous manquer l'éthique de secondaire 1 parce qu'en secondaire 2, il va vous manquer de quoi, non? C'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai un cours qui est beaucoup axé sur on réfléchit, on jase, puis toi, comment ça va? Là, mais c'est là-dessus. C'est là-dessus, justement, je disais que chaque prof a son style, il ne faut pas oublier ça. Puis il y avait déjà des profs qui se concentraient moins sur l'évaluation. En ce moment, on a une super belle opportunité en tant que milieu de l'éducation à justement se questionner sur l'évaluation dans le milieu scolaire qui prend tellement de place. Puis on a tellement tout le temps la question, est-ce que ça compte, monsieur? Est-ce que ce travail-là, vous allez le ramasser? Est-ce que ça va être à l'examen? Puis tout. En ce moment, on se retrouve dans une situation où c'est facultatif. Donc, il faut essentiellement donner le goût à nos élèves d'apprendre pour le plaisir d'apprendre puis de voir des nouvelles choses. Puis ça, ben justement, en éthique, c'est le moment
moment où on va pouvoir se pencher là-dessus pour dire, ben voici les activités, faites-le, puis voici ce que vous allez en retirer. Moi, c'est un peu comme ça que je fonctionne tout le temps au monde contemporain, puis ils développent leurs opinions, puis tout. Puis souvent, je me dis, ben telle activité, je devrais pas avoir à compter ça pour me dire qu'ils vont avoir retiré le mieux de cette activité-là. Puis justement, ben le moment est venu de se poser ces questions-là en éducation. Est-ce qu'on a besoin d'évaluer pour que ça soit réellement pertinent? Effectivement. Mais ça soulève tellement d'autres questions en même temps. Vous savez, comme moi, c'est quoi un ado, là? Je veux dire, peut-être parce que justement, on a inculqué cette mentalité-là, mais s'il n'en voit pas le bénéfice, il ne le fera peut-être pas, là. Non, c'est ça. Le bénéfice pour bien des personnes, c'est seulement la bonne note. La bonne note à l'examen. C'est ça le seul bénéfice qu'il va avoir. Faire en sorte qu'il peut être fier un petit peu de sa bonne note, être fier auprès de ses amis, être fier auprès de ses parents. Sinon, c'est tout. L'élève ne ressort pas nécessairement de fierté à juste avoir réussi à acquérir de nouvelles connaissances ou compétences. Fait que, bon, on pourra en reparler lors d'un autre balado. On en a déjà parlé, là, mais c'est ça le problème parfois avec le faut-il évaluer ou non. Oui, on évalue probablement trop, mais dans bien des cas, on évalue trop parce que sinon, les élèves ne suivraient pas. Fait que là, c'est de trouver des nouvelles stratégies pour accrocher l'élève, même si c'est pas à évaluer. Puis c'est ça le défi, je pense, en ce moment dans l'école à distance. C'est de réussir à intéresser l'élève, même s'il n'y en aura pas d'examen de fin d'année. Ben, c'est que trop souvent, la seule rétroaction, c'est la note. Oui, tu as raison. Ça revient à ce que je disais tantôt, que la rétroaction va être la clé pour rendre ça pertinent, ce qu'on fait à distance. Plus ça va être pertinent, plus il y en a qui vont embarquer. Tu as raison. Peut-être changement de cap, le podcast avance. Je voulais juste... il y a eu plein d'initiatives sur les réseaux sociaux, dans les médias. Entre autres, Télé-Québec. J'ai vu ça passer hier rapidement, qui vont proposer une plateforme. Qu'est-ce que vous en pensez rapidement comme ça? Ben pour l'instant, je suis sur le site de Télé-Québec en ce moment même. Il y a seulement des activités pour la première et deuxième année du primaire là, en français, là, en littérature, là, pour l'apprentissage de la langue française. Et c'est écrit que tout ce qui est nouveau va être disponible dès le 13 avril, donc ce qui est primaire, secondaire dès le 13 avril. Donc, ça va venir. Puis on peut cliquer sur découvrir les contenus qui sont à venir. Et voilà. Il va y avoir, on va pouvoir avoir du passe-partout. Super. Le matin, moi, pour avoir vu le contenu qui s'en vient, au niveau du secondaire, il y a seulement deux choses que je me suis dit. C'est les acteurs sont bien choisis. Je pense que d'avoir pris Catherine Brunet, Pierre-Luc Funk, c'est des gens qui parlent à cette génération-là, qui sont déjà présents dans la vie des jeunes. Donc ça, je trouve ça le fun qu'ils soient allés chercher du monde qui va amener des jeunes. Je pense aussi que le nom, les suppléants, c'est bien choisi pour le moment au niveau de l'émission de télé. Donc, à date, le concept semble bon, mais il va falloir écouter le premier épisode pour savoir. Puis là, je vois dans la tête de Martin Carly, qui était l'animateur de Génial. Qui va offrir des capsules web supplémentaires. Puis sinon, c'est atelier d'écriture créative. Donc, c'est du slam, voilà, ou quelque chose comme ça. Là. Bref, pour pratiquer un peu, j'imagine, la langue française pour la créativité des jeunes. Là. Puis je crois que c'est une belle initiative aussi parce que d'un côté, Télé-Québec semble avoir bien fait les choses déjà avec ce qu'on nous montre avec la littératie, avec des projets de slam, avec Martin Carly, qui est un vulgarisateur scientifique exceptionnel. Ils ont fait la recherche, par exemple, sur les médias sociaux de conseillers pédagogiques et d'enseignants pour différentes tâches à Télé-Québec. Et donc, je crois que ça a été bien fait, pas uniquement par des gens au ministère, mais ils ont été chercher des acteurs des milieux. Et ça, c'est une excellente nouvelle d'aller chercher l'expertise qui se trouve déjà en des gens qui sont compétents dans les écoles, à proximité des élèves. C'est, à mon avis, un gros plus. Moi, je pense que ça promet. Puis, tu sais, je pense que les Québec ont une certaine expertise. Juste pour avoir écouté un peu Passe-Partout, c'est bien fait, tu sais, puis c'est bien adapté. C'est dans leur mission de toute façon, excuse-moi d'avoir coupé, c'est dans leur mission comme média l'éducation, finalement. Ben, c'est ça, ils ont une certaine expertise.
certaines expertises avec Passepartout. Je pense pas qu'ils vont avoir de la misère à s'adapter à un niveau secondaire, par exemple. Je pense qu'ils font bien ça. Fait que ça, c'est intéressant. J'ai hâte de voir ça. Puis, il y a différentes vidéos aussi qui ont été mises en ligne par des enseignants eux-mêmes. C'est beaucoup ce que j'ai vu sur YouTube, des vidéos qui s'adressent à leurs élèves pour les rassurer. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que justement, c'est pas nécessairement des enseignants qui s'adressent d'abord à leurs élèves en disant là, tel matin on va faire du français, tel autre matin on va faire des mathématiques, mais c'est vraiment juste pour essayer de susciter de nouvelles passions chez les jeunes, certains conseils. Tu sais, il y avait des professeurs d'éducation physique qui conseillaient de faire un petit peu de sport, de lâcher la console, ces choses-là, d'essayer de se promener dehors, même si les parcs sont fermés, ces choses-là, d'essayer de rassurer les jeunes, parce que, bon, sortir de cette routine-là, une routine qui part pas rassurante, c'est dur. Mais sinon, si vous voulez aller sur YouTube, c'était « À toi, mon élève », puis c'était comme une collection, un montage de tout plein d'enseignants qui parlaient à leurs élèves, puis c'est déjà, semblerait viral. Ils en parlaient dans le journal Le Devoir hier, puis il y a déjà 42 000 vues sur une vidéo de juste des profs qui parlent c'est là de où leur on voit maison. que l'affectif est tout aussi important que le cognitif. Comment, Alexandre? Comment t'as dit ça? Je disais que c'est là où on voit que, dans le fond, l'affectif est tout aussi important que le cognitif quand on parle du milieu scolaire, parce que c'est la première chose qu'on a fait, s'assurer que tout va bien. Puis là, après ça, ben là, on se lance un peu plus dans les contenus. Voilà, exact. On est rendu là. Tous ces liens-là que tu parles, Laurent, tu me les enverras. Tantôt, on va les mettre en référence sous super, la page sur YouTube. On va mettre les ressources. Mathieu aussi, tu nous enverras. Oui, dans le fond, je vais vous partager les liens de mon site. Je vais vous envoyer également mon hashtag, mais en fait sur Twitter. Je vais vous partager différents partenariats aussi, des ressources que je considère qui sont exceptionnelles en ce temps de quarantaine, parce qu'il y a des initiatives qui valent la peine qu'on en parle. Tout à l'heure, je vais faire une petite parenthèse. J'ai oublié de mentionner. On avait la question, est-ce que j'ai des collaborateurs? Oui. Pas pour la création de mon contenu, mais il y a des activités, du matériel pédagogique sur l'universocial.ca et du matériel pédagogique qui a été créé soit en partie par Jimmy Grenier, soit par Seb Bergeron, Commission scolaire des Bois-Francs, soit par des enseignants dans ma commission scolaire ou pour moi-même. Donc, c'est quand même important, je pense, de les mentionner. Je ne l'ai pas fait au début, je m'excuse, mais là, je prends l'occasion de le faire. Ben, ta collaboration est très appréciée. J'ai l'impression que je parle au futur pharmacien, là, c'est malade. Merci. Mais je prends le compliment. Hey, on va arrêter là-dessus. Laurent, c'est toujours un plaisir. Merci de ta voix grave. Ça fait toujours plaisir, de mettre ma voix grave à la contribution des profs podcast. Alexandre Jeté-Léger, merci beaucoup. C'est le fun de te voir, ça fait du bien. Lâche pas, fais-nous pousser cette belle barbe-là. Et Mathieu Mercier, merci beaucoup. Bonne continuation dans tes projets. Félicitations de ton initiative, ton site. Je t'écoutais parler, je te connaissais pas. J'enseigne plus l'univers social depuis des années. Mais moi, je te connaissais. J'enseigne l'univers social. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. C'est un plaisir réciproque. Puis ici, je repasse bientôt, un jour par Rivière-du-Loup, on se rencontrera, peut-être qu'on fera un autre podcast de Rivière-du-Loup, ça pourrait être le fun. En direct de la tête de lunettes. Oui, ça serait. C'est tellement un beau lieu, là. Avec Mario Dumont. Sur ça, merci de nous écouter. Pour les petits messages du podcast, n'hésitez pas à le partager. Faites des petits pouces en l'air. Merci beaucoup, c'est vraiment apprécié. On est sur YouTube, Spotify, Google Play Music. Apple like, share Music. and subscribe. Oui, comme vous dites, à Montréal. Puis, c'est ça, lavez-vous les mains, restez confinés. On va y arriver un jour ou l'autre. Ça va finir cette crise-là. Lâchez pas. Merci tout le monde. Passez une excellente semaine. Bye! Bye!